Uhlenbeck. Uhlenbeck, c'est un élève à Ehrenfest qui est un élève de Boltzmann. Donc, c'est un, comme on dit, un héritage important. Voilà. J'espère que mon français ne donne pas trop de peine pour vous. Pas trop. Et ceux qui sont matheux, je propose pour eux, ils ferment les oreilles. Parce que pour le maths, je ne suis pas sophistiqué. Alors, je suis assez touché parce que je connaissais Michel Hénon depuis dans le début de la décade 60, des années 60, quand j'ai quitté mon fellowship, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, fellowship sans doute. C'est pareil. Et il est arrivé de prendre, lui, un fellowship, et moi, j'étais à New York, donc on s'était vus assez souvent, mais la vraie connaissance commençait en 1968, quand j'étais à l'Institut d'astrophysique, et j'ai partagé un bureau avec Jean-Paul Zahn, et plusieurs autres, je ne sais plus qui, j'ai une idée. Et dans le bureau à côté, il y avait Michel. Et en bas, il y avait dans le bureau de directeur, c'est mon ancien ami, Jean-Claude Pecker, que je suis très content de voir. Alors, nous sommes allés tous les trois, Jean-Paul, Michel et moi, déjeuner presque chaque jour. Alors, chaque jour, on a pris un restaurant différent. Et chaque jour, tous les deux, ces gens, ils ont pris le menu, ils ont regardé soigneusement. Ils ont pris beaucoup de temps. Et chaque jour, sans faute, Jean-Paul a demandé andouillette et Michel a demandé croque-monsieur. Jamais quelque chose d'autre. Et j'étais là, j'ai appris comment être sûr, solide, constant, consistant. Ça, c'est la première chose que j'ai appris de ces gens. Alors, et voilà. Et là, j'ai passé 3 mois. Et pendant ces 3 mois, avec Michel, on n'a jamais mentionné le chaos. Tandis qu'il a fait le chaos hamiltonien, et moi, j'ai fait le chaos dissipatif. Il n'y avait même pas cette norme à l'époque. Alors, pourquoi on n'a pas mentionné ça? Parce que, je sais pour moi, quand j'ai mentionné ça à n'importe qui, ils m'ont pris pour un fou. Parce que là, quoi, c'est pas possible. Il ne semble pas d'être possible. Alors, si j'avais mentionné ce qu'on a vu, il aurait fait le truc étrange 6 ans avant. Mais il fallait entendre une conférence de Yves Pommeau. Voilà. Alors, quand est venue l'invitation, il était proposé de parler d'un sujet fait par Michel. Alors, on n'était jamais dans exactement le même sujet, mais les 2 sujets qu'il a fait, que j'ai beaucoup étudiés, c'était le chaos et la dynamique stellaire. Et je n'ai pas fait exactement ça, mais j'ai fait 2 choses à côté, des voisins de ces sujets-là. Alors, j'ai décidé de parler un peu de ça, mais sans entrer dans la vraie technique, pourquoi j'ai calculé ça et ça, pourquoi il a calculé quoi, je ne sais pas quoi. Mais simplement, je voulais simplement dire que derrière tous ces 2 sujets, dynamique stellaire et chaos dissipatif, il y a le même théorie. Et cette théorie dont Uhlenbeck parle là, le paradoxe d'Hilbert, ce n'est pas un paradoxe, c'est une solution asymptotique. Et j'étais choqué avec les paroles de Uhlenbeck qui sont suivies ça, parce que normalement, c'était le conférencier le plus clair que j'ai jamais entendu. Excusez-moi pour ceux qui sont aussi clairs, mais il était quelque chose d'exceptionnel. Alors, cette fois, il n'était pas clair de tout ce qu'il disait. Il parlait de la théorie de Bogoliubov, qui Bogoliubov a construit pour passer du théorème de Liouville à l'équation de Boltzmann.
Et cette théorie est parfois donné le crédit pour inspirer ce qui s'appelle le théorème de centre manifold, de variété centrale en français, je crois, il vaut mieux dire. Tu vas me corriger. Ce n'est pas parce que je demande, je sais qu'il va faire. Voilà. De toute manière, je veux dire que cette théorie est l'exemple pour moi, une des choses les plus importantes dans ce qu'on fait dans comment ça s'appelle, la physique mathématique. Parce que il faut penser dans la tête, dans le cerveau, le nombre de neurones, c'est presque le même nombre que le nombre des étoiles dans notre galaxie. Et comment ça s'arrange que je peux parler à vous et vous comprendre, j'espère, ce qui se passe. Avec tout cette... il doit y avoir des chaos dedans, mais ça marche ensemble. Donc, c'est comme un seul objet dedans, et ça vient de ce qu'on appelle la réduction dimensionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me donnes ce visage? Non, oh. Hein? D'accord, OK. Ça, c'est ce qu'on fait dans la théorie de variété centrale. Et je vais simplement vous montrer un peu comment ça marche avant que je parle un peu de ce que je voulais parler. J'espère que c'est pas trop... Tout le monde avait le temps de lire ça? Oui? OK, on y va. Est-ce que... Je crois pas. Tout le monde, même les gens qui préfèrent que je parle français, je continue. Mais je veux dire, je peux essayer de traduire ça s'il y a des gens qui en veulent. Non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Ça te va? Je parle jusqu'à quand? 4 heures? Ça va. Non. Toi, tu es le chair de session? Non. J'ai dû commencer à 2h45, donc j'ai dû finir à 3h15. 3h30. 3h30, d'accord. Alors, où j'étais, c'est quand même un peu trop formel. Vous pouvez ignorer ça, mais c'est pour ceux qui aiment ce genre de choses. C'est une brève introduction, un prologue. Vous allez à l'opéra, vous savez ce que c'est un prologue, j'espère. Non, je ne vais pas chanter. OK. Alors, je vous considérer un système. Donc, son état est décrit par quelques fonctions U. Cette grande U-là, c'est un vecteur de plusieurs fonctions. Et c'est décrit par une équation, comme ça, une fonctionnelle à droite. Une fonctionnelle à droite qui est fonction de U, bien sûr, et les dérivés de, je ne sais pas, de position, par exemple, de R, l'autre variable. Et je vais prendre le cas le plus simple où je parte avec un système qui a un état stationnaire que j'appelle U0, et donc il satisfait cette équation f de U0 est 0. Donc ça, c'est le statique. Et je fais une expansion autour de cet état stationnaire, statique, et la perturbation, la déviation de ça s'appelle petit u. Et en mettant cet truc dedans, on peut séparer les termes linéaires et les termes non linéaires comme ça. Et à premier ordre, on a une équation linéaire. Et c'est simple, j'imagine que T n'a pas d'apparence sur la droite, donc les solutions sont séparables.
Et donc, dans cette cas linéaire, la solution est un exponentiel de lambda t. Lambda, c'est le taux de croissance. Bon, on peut penser, est-ce que ça peut faire tout le temps? Non, parfois, il y a des trucs techniques. Je saute tout ça. Simplement, ça, c'est le cas le plus simple. Et donc, c'est ça. Et on arrive à une équation de valeur propre, comme ça. Et les valeurs propres, ça, c'est une équation linéaire. En principe, on doit pouvoir les résoudre. Et donc, j'ai écrit le valeur propre comme propre, complexe. Il y a partie réelle et partie imaginaire. Et le mu, c'est le taux de croissance s'il y a une instabilité ou le taux de décroissance. Et on considère tout d'abord le cas où, avec quelques mu en zéro et où le reste sont négatifs. Ça veut dire on a un espace des modes, ça veut dire les fonctions propres qui vont avec ça. Donc j'ai le cas où il y a quelques modes marginaux, neutres, et avec tous les autres sont amortis. Le cas où il y a les croissances rapides, ça c'est la turbulence, je ne touche pas à ça aujourd'hui. Peut-être jamais, c'est un problème. Alors, voilà. Et donc, tant qu'on connaît ça, on peut faire une expansion en mode propre. Il y a deux modes propres, le psi. Psi, c'est pour slow, ou lente. Parce que les modes lents sont des modes avec mu en zéro, et les modes fast, rapides, c'est les filles. Et j'ai fait l'expansion parce que ces deux séries de modes, les modes qui sont avec valeur propre en zéro, ils sont complètes dans cet espace invariant qui s'appelle la variété centrale. Et les autres modes, span. Span, c'est quoi? Span. Hein? Engendré. Non, il y a un autre mot. J'oublie. Donald, what is the French word for span? Engendré. Étendre, j'aurais dit. With that hat, I thought he'd know it all. See here. Okay, anyway, il y a un mode qui couvre l'espace. Oui. Étendre. Hein? Étendre. Couvrir. Étendre, d'accord, couvre, ça va, étendre. OK, donc, mais on peut garder ces deux types de modes séparément, et maintenant on les mis dans l'équation originale, qui est ceci, en haut, et comme les modes sont orthogonales, et les modes des valeurs propres différentes sont orthogonales, et donc on peut les projeter. On a deux équations, l'équation pour le coefficient A et l'équation pour le coefficient B. J'ai écrit ça, peut-être c'est trop formel. M et K sont des matrix representatives, des matrices qui ont les mêmes valeurs propres que le problème original. Ça, c'est facile à construire. Non? Oui? What's the matter? Sverre, you want me to speak Norwegian? Non, voilà. OK. Donc, on a cette équation, mais voilà, c'est ça le point central. Si je me promène comme ça va avec moi. Parce que c'est bien amorti, c'est rapide. L'amortissement est rapide, donc c'est un esclave à moi. Donc les modes rapides sont des modes esclaves, comme on dit dans la théorie des systèmes dynamiques. Et voilà. Et nous faisons ça en astrophysique tout le temps. Par exemple, dans les étoiles, dans la théorie des structures des étoiles, on met tout de suite en équilibre tous les espaces qui réagissent rapidement. Et ceux qui changent lentement,
c'est eux qui guident l'évolution de l'étoile. Donc, c'est la même chose partout. Ce qui me frappe, c'est que jamais dans un cours, j'entendais une explication du point de vue mathématique, mais c'est ça la théorie de vérité centrale. Voilà. Alors, tant qu'on connaît ça, on peut dire que les coefficients B sont des fonctionnels de A, et tant qu'on a ça, on met ça dans l'équation pour A, et on a l'équation pour A tout court. C'est ça l'idée. Quoi? T'es gêné? J'approuve. Non, d'accord. Ça, c'est pas mal. Quand on a discuté de la possibilité que je passe ces 3 mois à Paris, Jean-Claude m'a invité dans un bon restaurant. Après cette repas, j'ai dit, je viens, sans faute. OK, c'est ça l'idée. On peut éliminer les coefficients dans l'expansion des modes rapides. OK. Et ce que je veux dire, que les deux choses dont je vais parler sans rentrer en détail, ces deux choses utilisent la même idée, non seulement qualitativement, mais c'est la même chose. Le théorème de vérité centrale, j'entends pas les théorèmes, ce n'est pas mon but, ni mon style, mais ce théorème, il y a le même théorème dans toute cette histoire. OK. Maintenant, il est disparu mon truc là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, quoi? Non. C'est bizarre. C'était juste là. Je sais pas. Ah, il est là, peut-être derrière. Yeah! Bravo, j'ai trouvé ça. Qui a fait ça? Là-haut, c'était fait ou moi? Je ne sais pas. OK. Considérons le système dont on parle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Ah, OK. On a ce système qui a quelques paramètres. Et il y a des paramètres donnés dans la description originale et des paramètres qui sont fonctionnels de cette U0 qui est donné, la situation des solutions stationnaires. Donc, j'ai montré que 3 paramètres, mais on peut imaginer 7, 9, mais 3 suffira pour moi. Alors, ces surfaces, hypersurfaces si vous voulez, dans cet espace de paramètres, sont des surfaces où mu égale 0. Donc, mu égale 0, mu est fonction des paramètres, ça donne une surface. Donc, on a 2 modes ici, un mode... Cette surface, ça c'est pour un mode, il y a un autre mode, et quand on passe de là, la région stable, on passe par 0, et ça devient unstable, on a un mode qui a une amplitude non zéro, et si ça se fait une seule mode, on peut trouver une équation pour cette coefficient A, qui s'appelle l'équation de Landau, ou Hopf-Landau, suivant votre goût. Voilà. Et là, il y a un autre mode. On peut passer là, et cette mode en question devient instable. Je continue en français, c'est trop pénible. D'accord. OK. Alors, ça c'est bien. On peut imaginer une piste dans l'espace de paramètres où on passe par 0 et l'instabilité se déclenche. Et voilà, on peut calculer le A, l'équation pour A, et voilà. Mais qu'est-ce qui se passe quand on passe par 2 en même temps? Donc, on attend de trouver une équation plus compliquée. Cette équation, le cas le plus difficile, s'appelle Tarkins-Bogdanov équation,
blablabla. Il y a des méthodes pour calculer. Voilà. Alors, quand je parle de système critique, c'est ça. Ah, pardon. Ici, c'est kappa. Le kappa est un peu confus. Il doit être un mu. Je m'excuse. Hein? C'est un mu. Alors, là, j'ai montré 3 modes neutres. Ça veut dire modes neutres peuvent être décrits par soit une seule amplitude, ou dans le cas complexe, ça peut être un paire de complexes conjugués, les fonctions conjuguées. Quoi? Pourquoi me fait des... Il a le droit. Je le connais depuis, je ne sais pas, mon enfance, parce que lui aussi, il avait son enfance. Donc, il y a 3 modes, et tout le reste est ici avec des parties, le mu, ça c'est mu, mais l'ordinateur fait des mu dans une façon bizarre, mais d'accord. Ici, tous les modes sont amortis dans le cas linéaire, et ces 3 sont contents, ils ne bougent pas. Au lieu d'éclairer ton ordinateur, tu ne peux pas éclairer le... Quoi? Oh, merci. J'ai jamais appris ça. Il faut faire un ordinateur qui peut faire ça, non? Oui, voilà. Mais je suis content que tu entendes. Tu m'écoutes, c'est bien. Alors ça, oui, comme Suzy dit, c'est là les modes stables par là, et là, il y a des modes critiques indiqués. OK. Et maintenant, je dépasse un peu le surface de criticalité pour, et c'est ça ce qui se passe, les modes qui étaient avant, qui étaient neutres, sont un peu soit stables, un peu instables, ça instable, stable, mais eux, ils ne bougent presque pas, donc ils sont tous stables. OK. Voilà. Is this all right, Donald? He made me speak French, sort of. That's fine. It's fine, okay. If someone can understand my French, it means it's pretty bad French. That's right. Yeah. It's as bad as Landon Lifshitz. I have it in French. Ah, well. Yes. OK. Voilà, ça c'est le prologue. Mon Dieu, OK. On ne peut pas. Ah non, c'est fini. Ah, magnifique, ça va. Oh. Ah. OK. OK, les deux sujets, c'est le dynamique stellaire chez Michel et le chaos dissipatif. Chez moi, c'est la dérivation de l'équation de mécanique des fluides à partir d'une gaz raréfiée. Mais les systèmes stellaires sont normalement des gaz raréfiés, un peu plus compliqués, mais c'est ça. Et pour ça, on peut écrire un truc qui... d'abord, je vais dire que je considère un gaz beaucoup de particules. Comme nous sommes astronomes, on comprend ce qui veut dire beaucoup. Parfois, les physiciens croient qu'un million, c'est beaucoup, mais c'est rien, n'est-ce pas? Donc ici, tous mes particules, ils ont la même masse, petit m. Et il n'y a pas de structure interne, il n'y a rien de difficile, pas de mécanique quantique, pas la relativité dans ce que je vais discuter. Donc, les seules différences entre les particules seraient les positions et les vitesses. Donc, une particule est représentée par un point dans cet espace qui s'appelle l'espace phase, l'espace mu. Et on peut se demander si on prend de petits volumes qui aura 6 dimensions, par exemple ça. Le nombre de particules qu'on doit attendre de trouver dans cette petite volume, évidemment, va être proportionnel à dx dv avec le coefficient f qui est fonction de x
de V, de T, et ça s'appelle la densité de phase ou la distribution d'une dimension, d'une particule, etc. Et alors, ça c'est le truc important, parce que si je prends cette bande, c'est le meilleur mot, bande, en V, et si je somme tous les particules dedans, ça me donne le nombre de particules dans cette région dx de position. Donc, de là, je conclus que les densités de particules d'un fluide, c'est comme ça. Et pareil pour la vitesse, un truc comme ça, et pour la température. Ces trois, si vous voulez, je vais écrire tout ça, mais je parle pour sauver un peu de temps, je fais ça. Ça, les gens qui étudient les galaxies appellent ça le local standard of rest, le repère local, c'est ça, le repère stationnaire local. Je crois que c'est comme ça se dit en français, non? Oui, c'est le repère local standard. Ah, ok. Alors, ça, c'est ça l'importance de cette F. Et c'est une densité, donc on sait bien, comme on a écrit l'équation de continuité pour une densité, sauf, je vais faire l'assumption que les particules sont hamiltoniennes, donc la vitesse à 6 dimensions est solénoïdale. Ça veut dire que c'est incompressible à 6 dimensions. Donc, cette truc va être quelque chose comme ça. J'espère que ça va. Ici, je mets la convention de sommation. Je mets ça. Et là, il y a le terme de collision qui s'appelle le terme de collision, qui est fonctionnel de F. Ce terme, si vous voulez décrire l'interaction avec une particule avec l'ambiance chez Boltzmann, c'est la collision entre deux particules toujours. Et on peut penser de ça comme une transition, la probabilité d'une transition en vitesse. Je crois que ça, c'est le plus simple à penser. Alors, je vais ignorer ça, parce que c'est la partie plus intéressante, mais c'est aussi une complication x point cv. Donc, on a un truc assez simple. On a df dt plus v de f égale à ça. Et ce système, j'entre pas en détail, mais il conserve les trois variables vitesse, masse et énergie. Donc, on a je m'excuse, je raccourcis un peu. Il y a 5 trucs là, donc c'est il y a ρ, il y a U, ça c'est 3, I, et là, c'est ça. Donc, en voyant ça, on multiplie par psi, intégrale, et on a les équations de dynamique des fluides, comme ça, voilà. Etc. On n'a pas besoin de connaître tous ces détails, mais de là viennent les équations de fluide dynamique. Sauf, quand on fait ça, il y a certaines quantités ici qui sont inconnues. C'est le moment plus élevé. Donc, tous les historiques, ça vient de ça. Mais ce que je voulais dire, et
que je n'ai pas le temps de faire, c'est d'expliquer que ces trois quantités sont des grands arts de la théorie de variété centrale. Rho, U et T sont justement des variables lentes. Et si on entre dans un détail, en Boltzmann, on voit que ce sont des variables lentes. Les fonctions avec les valeurs propres, pour ces fonctions, le partie réelle de lambda est 0. Ce sont les variables marginales. Ils sont conservés, et quand on multiplie par ça, on a des équations pour les variables lentes. Même, c'est ça qui est choquant, même pour un gaz très raréfié, formellement, on a ces équations. La question, si on fait des approximations pour trouver ces inconnus, on peut avoir des bons résultats. Mais les formes d'équation, c'est comme un continu. Et c'est là, c'est la fameuse processus de Chapman et Skog. J'ai dit ça bien? Skog? Non, je demande à un spécialiste là. Non, ben, il parle de Norvège, c'est pas la même chose. De toute manière, c'est cette méthode qu'ils ont fait. Eux, ils ont fait quelque chose qui n'était pas bon, à mon avis, c'est qu'ils ont fait une itération. Tandis que pour calculer, approximer ces choses, ils ont fait l'expansion en parcours moyen libre. Et cette expansion n'est pas convergente. C'est asymptotique. Donc faire une itération dans une série comme ça, ce n'est pas très très bon, mais ils ont bien réussi. Ils ont trouvé Navier-Stokes. Mais ce qu'on a trouvé en 1950, que Navier-Stokes se casse la gueule pour les ondes acoustiques dès que la valeur, le parcours moyen libre dépasse une certaine valeur. Et ils sont complètement fausses même. Alors, mais on n'est pas obligé de faire cette approximation. Oh, ils ont fait ça en 1912, je ne sais plus. À l'époque, c'était difficile, mais maintenant, on peut faire mieux. Et on peut avoir une grande amélioration de la théorie de gaz raréfié. Voilà, c'est donc, et tout ça, mais ce que je voulais dire simplement, cette dérivation de l'équation de fluide dynamique, ce n'est que la théorie des variétés centrales. Non seulement que ça se ressemble, c'est la même chose. Voilà. Alors, dans 2 minutes, je vais faire le cas... le plaisant. Mais c'est vrai, on a fait ça dans le cas relativiste, ça c'est peut-être plus intéressant pour les astronomes. On a fait le cas relativiste, on a les équations qui sont améliorées, même sur le Navier-Stokes relativiste, et ce qu'on trouve, il y a une deuxième solution après la solution de Friedman. Ça c'est un peu compliqué. Et voilà. Et ce que je voulais dire, et je vais le dire en 2 mots. Ah, là, ça c'est une phrase, je sais, mais ça ne veut rien dire. Mais OK. Je peux prendre ces équations et je peux les attaquer pour simplifier à la boussonesque. Et donc, on peut étudier un système comme ça. On chauffe en bas une couche de fluide. On peut attaquer les équations avec la même approche. On a des équations, des amplitudes, des modes. On attaque sur le mode neutre, juste après ça devient instable. Et on trouve les fameuses, plus ou moins, un peu plus général, mais les fameuses équations de Lorentz. Donc, c'est ça l'origine de ça. Et tant que Michel a vu ça, il a fait le Tucker-Lorentz. Donc, ce qui se passe,
je remarque que Einstein a dit things should be made as simple as possible, but no simpler. Les choses doivent être rendues le plus simple que possible, mais pas plus simple. Et le scientifique qui a mieux, comme on dit, démontré cette idée, qui a fait ça comme il fallait être fait, c'est Michel. Michel, quand il a vu un problème, il n'a pas fait des choses comme moi, comme un type ordinaire qui se battre. Lui, il a vu juste, il est allé directement au corps, il a écrit, pouf, ce qu'il fallait écrire, sans tourner autour du pot. Une phrase qui le chairman m'a appris. I promised you would deliver it in French slang. You did beautifully. I'm sorry to disappoint everybody. Mais, non, mais ça, c'est pour moi le marque d'un génie qu'il avait. Michel était quelque chose. On a des gens comme ça très, très rarement, c'est quelque chose. Merci beaucoup. So I'm continuing in non-chairman mode. How does this turn on? Pardon, j'entends mal. Yeah, this way. So I'm continuing in non-chairman mode. So, because Jacques Collin normally would be the chairman. So, do you have any questions? In the case of Friedman, do you believe there is a term that is normally omitted, which is the bulk viscosity? Which is? Bulk viscosity. Of course there's bulk viscosity. In the case of Friedman. No, there's, in Friedman, it turns out there isn't any. But our solution, the other solution, there is. And the difference is that Friedman does not produce entropy, but our other solution produces entropy and at about the right amount for the current entropy of the universe. Whether that has any meaning at all, I don't know, because it's not clear which of the two solutions is preferred at any given time. That requires a stability problem. And I don't know how to do a stability problem with this dark matter, because it depends very much on the interactions of the particles. And I have no idea what to put in there. So I'm sort of waiting to find out if it even exists, this dark matter. But there's this other solution, even if it's, I should say, we did that in the hyper-relativistic case. That is to say, neglecting the masses because they don't matter at the very relativistic. On a attendu un demi-quart d'heure et puis on a préféré démarrer. Oui, non, c'était bien. No, that's ordinary bulk viscosity. That's the sort of thing Weinberg. No, this is a totally different beast. When you do Chapman-Enskog, you are assuming that things change slowly. But this better approximation accounts for rapid variation in space and time. The second solution is the temporal analog of a spatial shock wave. The spatial shock wave has rapid change across a mean free path. Our solution changes across a mean flight time. And it has, if you allow for that, you get these things. And there's really nothing to, but I know what you're talking about. For example, in the Weinberg thing, he says there are two temperatures, matter and radiation, and of course, the attempt to equilibrate them gives entropy. That's trivial, I'm afraid. Yeah. But thank you for raising that.